Premièrement, je voudrais saluer votre grande patience. J'ai vu plein de gens qui étaient trempés à l'os, les cheveux mouillés, qui grelottaient. Franchement, vous êtes des gens très forts. Je vous remercie d'être ici. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la couenne dure comme vous. Donc, je me présente, Nicolas Tétrault. Ça me fait plaisir d'être à Québec avec vous. Vous savez, la vie est courte. On a une obligation de résultat. C'est une des premières choses que j'ai appris quand j'étais jeune. Je vais me reculer un petit peu. La vie est tellement courte. Vous devez vivre chacune de vos journées comme si c'était la dernière journée de votre vie. On ne sait pas si on va être là tout à l'heure, on ne sait pas si on va être là demain. C'est la même chose quand on est en politique. Il me semble que c'est ça qui devrait nous animer. Le fait d'être élu en politique, c'est pas un passeport pour faire ce qu'on veut. C'est pas un passeport pour s'enrichir. C'est pas un passeport pour prendre un pourcentage, une cote, faire de la corruption proactive avec des contrats publics. C'est pas un buffet chinois à volonté. C'est pas un bar ouvert à volonté où on peut se servir. Et c'est un peu ça l'impression que j'ai en tant que Québécois, 49 ans, 6 enfants. J'ai fait 4 élections, j'ai été élu avec la plus forte majorité à Montréal quand c'était une île, une ville. J'étais conseiller de M. Parizeau, le plus jeune candidat du Parti québécois à 19 ans quand j'avais pas de cheveux gris, en 94. Je fais des débats télévisés depuis que j'ai 17 ans, partout au pays, surtout en anglais, parfois en français, pas assez en français dans ma langue maternelle. Et je crois que le Québec est en déclin, malheureusement, depuis 1970, à une très, très grande vitesse. Et ça, et le Canada aussi, mais le Québec principalement. On dirait que le Québec, malgré toute notre bonne volonté, malgré la beauté de notre peuple, de nos gens, de votre grand cœur, de votre humanité en vous, de notre intelligence collective, il semble que les Québécois, on est un peu coincés, si vous voulez, dans un système qui est comme un bloc de béton qui refuse le changement, qui refuse de s'améliorer avec le temps, au fil du temps. Pour moi, c'est une grave problématique parce que plus que le temps avance, plus qu'on s'appauvrit. Le réflexe traditionnel, malheureusement, de plusieurs politiciens québécois et canadiens, comme si c'était la panacée, comme si c'était une solution magique, une formule magique qu'on doit appliquer partout, c'est de hausser les taxes. Mais moi, un gouvernement qui continue sans cesse de hausser vos taxes, nos taxes, est en train de vous appauvrir à chaque hausse de taxes. Que ce soit une taxe municipale, scolaire, que ce soit une taxe sur le gain en capital, que ce soit la TPS-TVQ, toutes les taxes sur l'essence, ça n'a plus de bon sens. Ça s'est rendu une orgie. Je dis bien une orgie de taxes parce que monsieur a fait une allusion tantôt au sexe. Donc, c'est une orgie, ça ne finit plus, les hausses de taxes. Pourtant, est-ce que nos services s'améliorent? Non! Moi, quand je vais chez le médecin, j'ai 6 enfants, je panique. Je panique parce que je me dis, je vais-tu? Tu sais, quand j'en ai un de 2 ans, Arthur, Henri, 4 ans. Quand ils ont de la fièvre et tout, c'est pas évident, surtout à 2 ans. Pas facile de s'exprimer à 2 ans. Là, t'appelles. Ah oui, monsieur Tétrault, on va avoir un rendez-vous dans 21 jours. Mais dans 21 jours, ça marche pas. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? T'appelles. C'est comme les 12 travaux d'Astérix, pour ceux qui ont lu Astérix quand ils étaient jeunes. C'est drôlement compliqué. Mais pourtant, si vous prenez le panier de taxes de tous les Québécois, tous les Canadiens, taxes scolaires, municipales, les taxes de vente, etc., puis même tous les niveaux, il vous reste quoi dans vos poches? 50%? C'est normal de donner la moitié de ce que vous gagnez en mettant tout en compte au gouvernement? Non! Ça, c'est de l'esclavage économique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Esclavage systémique. Exactement. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est exactement ça. Donc, c'est pas normal. Et quand on taxe le peuple, on taxe les entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui ont de l'argent, bon Québécois, ils s'en vont. Il n'y a rien qui est plus vite à quitter le Québec, l'Ontario, toutes les provinces canadiennes qui sont allergiques à trop de taxation.
Trop d'impôts, ça tue l'impôt. Les gens s'en vont. Vous vous souvenez quand on était jeunes, moi j'étais plus jeune dans les années 80, ceux qui étaient plus jeunes dans les années 60, 70, 80, je pense que ceux qui ont connu ces années-là, vous avez connu les meilleures années. Vous avez connu les meilleures années et de loin de ce que le Québec et le Canada avaient à offrir. Depuis ce temps-là, on ne verra pas ça dans nos médias parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Des pays s'enrichissent. Tout l'argent s'en va où? En Asie, au Moyen-Orient. Pourquoi? Regardez sur Internet si vous ne me croyez pas. Regardez la Corée du Sud. On a l'air d'un pays du tiers-monde quand on arrive à l'aéroport d'Orval. Je ne vais même pas l'appeler Trudeau. On a l'air d'un pays du tiers-monde. Regardez les Émirats Arabes Unis. Regardez la Chine, même si pour toutes sortes de raisons on ne l'aime pas. Regardez ce qu'ils ont fait, l'argent qui fuit. Regardez le Vietnam. Regardez Singapour. Regardez l'Arabie Saoudite. On a comme développé au Québec, je ne veux pas le dire, on est dans un déclin vraiment, vraiment important. Puis les jeunes d'aujourd'hui se disent, malgré mes études, malgré tout mon travail, n'importe qui d'entre vous, malgré vos dizaines d'heures de travail par mois, par semaine, qu'est-ce qui vous reste au bout de la ligne? Ça fait vraiment peur quand on a de la misère à payer notre épicerie, quand on a plusieurs enfants, quand on voit les gens là qui sont obligés à la caisse de remettre des fruits, des tomates, quand tu vas acheter un petit paquet de raisins, ça coûte une fortune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est le déclin du modèle nord-américain. La problématique, c'est l'incapacité à changer. Pourtant, on est les plus riches, on devrait être les plus riches de tous les citoyens de l'Amérique du Nord au Québec. Normalement, avec toute la richesse collective, si on était bien administré, si nous étions bien gérés, on ne devrait même pas payer d'impôts sur le revenu, comme plein de pays riches. Pourtant, on a fait des choix qui sont basés sur aucune logique. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Saviez-vous que le Canada, puis probablement le Québec, si on se donnait la peine de fouiller, mais on est crissement trop paresseux, on est les 3e plus grands producteurs de pétrole au monde. C'est pas rien, là! Puis on vend notre pétrole à un seul client, de l'autre côté de la frontière américaine, avec 75% de rabais. Je dis pas qu'on doit pas commercer, c'est notre pays allié, c'est notre pays traditionnellement, on a plein de familles, les Québécois, on a comme 15 millions d'ancêtres qui ont immigré au début du siècle à la crise de 1929, 1 million qui sont devenus 15 millions. Mais de liquider, de vendre à rabais toute notre richesse, notre pétrole à rabais, c'est l'argent qu'on n'a pas dans nos poches. Ce qui explique en grande partie, outre la corruption endémique systématique, parce que c'est pas normal d'envoyer des milliards à l'Ukraine, c'est pas normal de dépasser 1,2 milliard pour mettre un toit neuf sur un immeuble vieux de 50 ans, tout décrissé. Il y a comme plus de logique. Les contrats sortent à 3, 4, 5 fois, pas 5 ou 10, 15% au-delà de la valeur marchande. Les contrats sortent à 2 fois le prix du marché, 3 fois le prix du marché, 4 fois le prix du marché. Prends-tu des enveloppes? Hein? C'est même plus des enveloppes. La corruption en 2024, c'est une corruption sophistiquée, intelligente, avec de la crypto-monnaie. On t'envoie des BTC, des bitcoins à l'étranger, dans tel portefeuille, tel wallet, tel cabinet d'avocats aux îles Caïmans, les trustees, les fiduciaires du compte, ben c'est X, Y, Z, ça c'est mon compte, t'envoies 5% du contrat, 10%. C'est normal qu'il y ait des élus, dont Justin Trudeau, quand il a commencé son mandat comme premier ministre du Canada, c'est pas des théories du complot, il a déclaré, parce que c'est une déclaration obligatoire, comme moi quand j'étais élu, on est obligé de déclarer combien on vaut, combien on a, puis envers qui on a des dettes. Maintenant, il déclare, je sais qu'il déclare probablement 10 ou 15% de ce qu'il a. Il est rendu, après 8-9 ans,
de premier ministre avec plus de 400 millions de dollars qui déclare. Avec un salaire qui avoisine les 400 000 $ avec tous les avantages. Mais est-ce que c'est normal? Faites vos maths. 10 fois 400 000, mettons qu'il n'y a aucune dépense et qu'il ne paye pas d'impôts. 4 millions, à peu près, non? Mais pourquoi? Comment on explique le 400 millions? Est-ce que ça se peut qu'il y a des pourcentages qui ont été octroyés pendant la crise du coronavirus? Par exemple, est-ce que ça se peut que dans plusieurs ou divers contrats du gouvernement du Canada, il y a des petits pourcentages qui ont été octroyés? Je crois que oui. Poser la question, c'est y répondre. Moi, je mets 25 000 sur la table tout de suite. Justin Trudeau, François Legault, Fitzgibbon, Jagmeet Singh acceptent de faire un test de polygraphe pour dire aux gens, est-ce que vous avez pris directement ou indirectement des pots de vin, la rétribution, de l'argent? Je suis pas inquiet, je ne perdrai pas mes 25 000. Ce qui m'amène à des mesures. Comment on fait pour contrer ça? Parce que nous, les Québécois, les Canadiens, est-ce qu'on mérite ça de se faire voler comme ça? Est-ce qu'on mérite d'être pauvre? Pourquoi on paye des impôts quand on est l'État le plus riche de l'Amérique du Nord, probablement de la planète, avec 1 million de cours d'eau puis des richesses à n'en plus finir? Pourquoi on paye de l'impôt? On ne devrait même pas payer de l'impôt. C'est soit des taxes de vente, ceux qui ont fait leur cours de comptabilité, j'en connais, j'en vois. Normalement, les pays, ce qu'ils font, soit on paie des taxes de vente comme la TPS-TVQ, soit on ne paye pas d'impôt. On ne peut pas faire les deux, on est étouffés. Puis nos services sont en ruine. Des trucs qu'on doit changer. Moi, ce qui m'énerve, j'ai plein d'amis policiers. J'ai plein d'amis au service secret canadien. Je suis chanceux parce que je suis droit. Je peux faire, moi, des tests de polygraphe. J'ai jamais volé un sous-noir à la population. Jamais. J'ai 6 enfants, j'ai pas peur. Amenez-les votre test de polygraphe. Je vais le passer. Ce qui m'énerve, moi, c'est qu'on a des policiers extraordinaires. On a des gars au service secret canadien, je sais qu'il y en a dans la salle ici, à l'extérieur, extraordinaires, qui nous aiment, qui vous aiment, qui mettent leur vie en danger à tous les jours que le bon Dieu amène. Ils ont l'écoute électronique. Ils le savent quel ministre prend de l'argent, quel fonctionnaire prend de l'argent, quel sous-ministre prend de l'argent, ici ou à l'étranger. Mais pourtant, je donne un exemple. Pour un employé extraordinaire du Service canadien du renseignement de sécurité, nos services secrets, il y en a plein de Québécois là-dedans, ils savent, ils voient la corruption, ils n'ont même pas le droit de déposer une plainte aux criminels. Pourtant, ils sont payés par l'argent de nos taxes. Dans leur charte, ils doivent demander la permission à Justin Trudeau et son équipe de pouvoir poursuivre aux criminels. C'est normal? Qu'est-ce que les premiers ministres font? On doit donner à nos services secrets, 1, le port d'armes, puis 2, le droit irrévocable et unilatéral, indépendamment de leur chef, de poursuivre aux criminels n'importe quel fonctionnaire ou politicien qui est corrompu. Moi, quand j'ai été élu à la Ville de Montréal, écoutez, c'était un petit budget, 5 milliards de dollars quand j'étais élu, 29 000 employés. Il y a des pays qui n'ont même pas ça. Savez-vous comment ça marchait, la démocratie, dans la nouvelle Ville de Montréal fusionnée, qui a été ensuite défusionnée par M. Charest, puis on a un fromage suisse? Ça fonctionne qu'on vote le lundi, à l'Hôtel de Ville sur Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Beau bâtiment, prestigieux, on a des beaux bureaux, c'est bien fancy, c'est bien fantastique. Mais on reçoit l'équivalent de 2 dictionnaires Larousse. Le jeudi, le mercredi, 1000, 2000, 3000, 4000 pages. Je suis supposé de lire ça en 4 jours, puis voter pour des centaines de millions le lundi. Toutes les décisions sont mâchées, prises d'avance. Puis nous, les élus, quand j'étais élu, on doit aller expliquer au public les décisions de nos fonctionnaires, parce que c'est pas nous qui prenons les décisions. Fait que tout ça est une démocratie, je crois, malheureusement, qui peut être améliorée. Elle est rendue grandement dysfonctionnelle. Pour les policiers maintenant, un syndrome, je blâme pas les policiers, c'est pas de leur faute. Encore une fois, j'ai plein d'amis policiers. Je trouve ça difficile pour eux, parce qu'ils sont pris comme dans un système un peu comme une armée. Ils ont des chefs, il y a des grades, puis si ton patron veut pas, tu peux pas rien faire, tu peux pas continuer. On devrait voter dans une loi à l'Assemblée nationale et à Ottawa le droit que tout policier a le droit, indépendamment
du blocage politique de ses patrons, de poursuivre aux criminels n'importe quel conseiller municipal, n'importe quel ministre, parce que les députés n'ont pas de pouvoir, ils ne donnent pas de contrat, c'est juste du blabla. Ils n'ont aucun pouvoir, l'illusion du pouvoir, à moins d'être dans le cabinet, dans le conseil des ministres. Donc, tout policier, moi, si j'étais premier ministre du Québec ou du Canada, où je travaillais dans cette équipe-là, je donnerais le droit à tout policier au Québec ou au Canada de pouvoir mener une enquête unilatérale, même si son boss ne veut pas, contre toute preuve ou potentielle preuve de corruption au Québec et d'amener ça aux criminels. Je reviens juste sur les autres blocages. J'ai des amis policiers. Quand ils déposent des preuves sur la corruption, savez-vous comment ça fonctionne? Ah, le Justice Canada. Ah, vous savez, ils doivent éplucher la preuve, on n'est pas sûr, on devrait, si on y va, puis on perd, on va avoir de l'air fou. Fait que 8 fois sur 10, leurs demandes de corruption, je parle, sont refusées par le gouvernement du Canada pour être déposées à la Cour. Pour déposer des plaintes criminelles, ils sont bloqués, les policiers. Est-ce que c'est normal? Moi, je fais un pari que si on allouait 10% de nos forces policières, municipales, provinciales, fédérales, sur la corruption, on rapporterait 2, 3, 4, 5 fois plus d'argent que toutes les contraventions que les policiers nous donnent en ce moment. Ça serait infiniment plus rentable. Puis moi, pour avoir travaillé à la Ville de Montréal, je veux juste que vous le sachiez, je suis contre les quotas, qu'on force les policiers à venir collecter des taxes parce que on est tellement mal géré. C'est dur pour les policiers de venir faire chier le peuple quand ils savent que les gens n'ont pas d'argent, mais leur patron les oblige. Puis le système marche à l'envers. De contraventions, ils vont me donner par jour, monsieur, savez-vous? Non, je sais pas, mais ils ont des quotas. Je sais pas. Moi, j'ai entendu que c'était moins que ça, là, mais... Non, moi, c'est des policiers qui l'ont. OK, ben, je veux pas m'assiner sur le quota, mais l'idée, c'est que quand un gouvernement municipal, provincial et fédéral pose des gestes, pose des actions qui vous font mal, on a un sérieux problème. Ça veut dire que le gouvernement ne gouverne plus pour son peuple. Moi, si j'étais premier ministre du Québec ou du Canada, où je serais partie d'une équipe, je baisserais vos taxes pour vos impôts au minimum. Il n'y aurait pas question, comme François Legault fait, une espèce de parasite du système, vendu comme ça se peut pas, qui dit que je vais hausser arbitrairement, parce que lui, il a la science infuse, je vais hausser les tarifs d'Hydro-Québec jusqu'à 300% pendant 10 ans, ce qui veut dire 3 fois plus cher. En plus de payer notre Hydro-Québec qui vous appartient, on vous ajoute 15% de taxes sur un service essentiel. Ça va faire. Il faut arrêter d'accepter tout ça. Il faut que tous et chacun vous exprimiez publiquement pour dire que assez, c'est assez. Puis qu'il y a des gens exceptionnels comme M. Kevin Big-Grenier qui travaillent comme un forcené pour vous. On doit les mettre à l'avant-scène. Il y en a d'autres qui sont ici, puis je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous faites. Je suis écœuré que les citoyens ont... Vous savez la spécialité des gouvernements ou de l'élite, parce que moi, des fois, je pense, pas vraiment une théorie du complot de vous dire que je pense pas que Justin Trudeau prend toutes les décisions. Hein? Vous savez, le Canada, première chose que j'apprends à l'université, c'est une monarchie parlementaire. Donc, une monarchie, c'est un royaume qui est assorti d'un parlement. Fait que sur certains enjeux, vous pouvez vous en occuper, mais les enjeux importants comme la guerre, envoyer des fonds à l'étranger, la politique monétaire, hein, ce qui vient de causer le plus de mal à notre économie, c'est quoi? C'est la Banque centrale qui a augmenté nos taux d'intérêt, quoi, 14-15 fois, sans notre consentement, sans l'appui du Parlement. Ça n'a pas d'allure. Ce qui m'énerve aussi, c'est que le système québécois en tant que tel, qu'on soit un pays souverain, qu'on soit au sein du Canada, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de pouvoir dans les mains du Conseil des ministres. C'est pas normal qu'un premier ministre peut décider de fermer les commerces, l'économie, que la veille de Noël ou du jour de l'an, il ferme les restaurants parce que ça n'a aucun sens.
on pense qu'on est un pays démocratique. Moi, je vous dis qu'on ne l'est pas vraiment. Mais il y a place à beaucoup d'améliorations. Le verre est à moitié plein. Avec vous tous, on ne peut que l'améliorer. Je donne un exemple. Pourquoi, dans une vraie démocratie, on prend des sociétés comme Hydro-Québec, puis on en fait une société qui est hors du Parlement, qui est plus loin du Parlement possible? Oui, elle rend des comptes 1 ou 2 fois par année au Parlement, mais à part de ça, ils se contre-crissent de vous. Vous avez vu qu'on a tenté d'obtenir le salaire des plus grands dirigeants d'Hydro-Québec. Impossible de le savoir combien ils sont payés. Pourtant, c'est un monopole. Ça appartient à vous, à vous, à vous, à vous, à toi. Ça appartient à tout le monde. La mentalité québécoise, elle est mauvaise depuis 30-40 ans. On subit. On nous demande, le gouvernement, de rendre des comptes tout le temps. Mais c'est l'inverse. C'est eux qui doivent nous rendre des comptes. C'est eux qui gèrent votre argent, l'argent de vos enfants, l'argent de vos parents, l'argent des générations d'avant. C'est à eux de nous rendre des comptes. Le gouvernement, tout gouvernement, membre d'un conseil des ministres, devrait rendre des comptes pendant les 10 années qui suivent son élection comme ministre ou premier ministre. Même chose pour les maires. Il faut redonner, ils doivent nous rendre des comptes. C'est pas une théorie du complot. On est une démocratie ou on l'est pas? Démocratie veut dire pouvoir du peuple. Mais il est où le pouvoir du peuple quand on se fait imposer des décisions une par une par une? Puis dans notre coffre à outils démocratique, si on est une vraie démocratie, on devrait pouvoir forcer la tenue d'une élection. On devrait pouvoir forcer la tenue d'un référendum. Quand on veut envoyer 50 millions et plus à l'étranger, ça devrait être soumis à au moins un vote de 75% des élus. Quand on pense qu'à la dernière élection, François Legault a été élu avec peut-être 25, 26%, 28% des gens qui étaient sur les bulletins de vote, puis sur 43% des gens qui ont exprimé le vote, qui sont allés voter, ils se ramassent avec 73% d'élus. On a un problème dans notre démocratie, c'est pas d'être partisan de dire ça. Si ça avait été le parti mauve, vert ou orange, j'aurais dit que ça n'a pas d'allure. 15% de vote, 15% d'élus. 25% de vote, 25% d'élus. C'est ça une démocratie. Si on veut le même système actuel, alors donnez-nous le droit de forcer le déclenchement d'une élection si on est coincé avec un gouvernement qui refuse le changement. Autant dans la ville de Québec qu'à Ottawa. C'est notre argent. Être premier ministre du Québec, du Canada ou maire d'une grande ville comme Québec, Sherbrooke, Gatineau, peu importe la ville, Saguenay, ne vous donne pas le droit d'agir d'une façon moins démocratique et de dépenser aveuglément les fonds publics. Vous devenez des fiduciaires, des administrateurs du peuple. Vous devez marcher plus blanc que blanc et plus droit que droit. Pourtant, on ne voit pas ça. Quand j'étais jeune, je termine là-dessus, quand j'étais jeune aussi, ce que j'avais remarqué, ce que j'aimais à 19 ans, je devenais à 19 ans conseiller à temps partiel de M. Parizeau. Quel grand homme! Ce que j'aimais à l'époque, c'est que les journalistes, qu'on soit souverainiste ou pas, c'est un homme droit. Je vous assure que j'ai jamais pris un sous-noir de corruption. Ce que j'aimais à cette époque-là, c'est qu'il y avait une espèce d'indépendance journalistique. Il y avait un respect entre la presse puis les élus, le gouvernement. Il y avait comme une étanchéité. Est-ce qu'elle était parfaite? Non, mais il y avait beaucoup plus de respect. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les médias sont dépendants de deux choses. De leur licence du CRTC à Ottawa. Maintenant, ce sont les commissaires du CRTC, ce sont comme un tribunal administratif, c'est des nominations politiques partisanes. Même moi, j'ai 2 licences du CRTC encore à ce jour. Mais on ne peut pas tout faire, on a les mains liées. Quand moi j'ai pris la parole sur mes stations de radio pour décrier les confinements, dire que c'était exagéré, on m'a dit débarque sinon t'enlèves tes licences. C'est pas compliqué. Fait que les médias, ils sont pognés, puis en même temps les revenus chutent à cause de la montée d'Internet. Fait qu'ils deviennent hyper dépendants des revenus du gouvernement. Ce qui a atténué, qui a enlevé la ligne d'indépendance avec les médias. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très, très important de s'abreuver, d'aller chercher de l'information sur les médias sociaux.
Une autre problématique, c'est qu'on voit qu'en Angleterre, il y a des arrestations maintenant arbitraires parce que des citoyens parlent contre l'immigration illégale. Ils ne parlent pas contre l'immigration légale. Ceux qui ont soumis leur candidature pour devenir des citoyens ou des résidents permanents de leur pays ou des permis de travail, ils se plaignent contre des immigrants illégaux qui reçoivent des chèques, beaucoup de services que le monde qui sont ici depuis 20-30 ans n'ont pas le droit. J'ai mis une vidéo sur mes réseaux sociaux, 20 mois de prison pour avoir décrié en Angleterre. L'Angleterre, c'est eux qui contrôlent le Canada. Pour avoir s'être opposé à l'immigration illégale. Fait que je termine là-dessus. On est en train de changer l'histoire. On est en train de mettre des bâtons dans les roues.